Ok. Bon, bonjour, bienvenue à tous pour cette session sur Always On, qui est le nouveau dispositif de haute disponibilité d'SQL Server 2012. Je me présente, Pascal Bello, je fais partie de la division Grand Compte chez Microsoft France. Et mon métier, c'est d'être architecte SQL Server et donc d'aider les grands comptes de Microsoft à mettre en œuvre les dernières technologies en termes de base de données, donc SQL Server exclusivement, et je suis plus spécialisé sur la partie moteur. Ça fait 13 ans que je suis chez Microsoft et les 10 premières années de ma vie ont été consacrées au développement. Donc .NET, Visual Studio, donc j'ai à peu près les deux casquettes développeur et DBA. Et donc voilà. Christophe, je t'accompagne Christophe. Bonjour, bonjour. Christophe Laporte, donc je viens du sud de Toulouse, donc ce qui explique aussi l'accent. Je suis donc consultant indépendant, je suis MVP sur SQL Server et certifié MCM. Ça fait à peu près 13 ans aussi que je travaille sur SQL Server, autant en dev qu'en administration. Donc je pense qu'on a de belles choses à voir durant cette session. Tout à fait, n'hésitez pas à faire appel à ces services. C'est un tout bon et on vous le recommande. Donc le planning de la session d'aujourd'hui, c'est on va refaire un point sur les solutions de haut dispo telles que vous les connaissez aujourd'hui avec notamment la version 2008 R2 d'SQL Server et ça permettra comme ça de faire un focus, une emphase sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces options-là. Puis après on fera une grosse partie de la session sur Always On et on aura une démonstration concrète de mise en œuvre de bout en bout en fait de Always On en partant de rien. Et enfin, on ira un peu plus loin que la mise en œuvre simple d'Always On, et c'est Christophe qui reprendra la parole à ce moment-là, pour vous montrer des points avancés sur l'utilisation d'Always On, ce qui nous amènera tranquillement à une conclusion. Christophe, je te passe Merci. Je te passe la zabette. En fait, dans les solutions qui existent à l'heure actuelle sur la partie haute disponibilité et disaster recovery, HADR, un des points qui existe depuis très très longtemps, c'est le log shipping. Le log shipping, donc la sauvegarde avec envoi de journaux. J'ai très très peu de temps pour le présenter, donc ça va aller relativement vite. Je vais faire sur mon serveur principal un plan de maintenance, il va me faire des backups full, des backups différentiels, éventuellement des backups logs. Si j'ai la chance de pouvoir faire des backups logs, ces backups logs-là, je peux les envoyer sur un serveur secondaire et je vais pouvoir les restaurer. Autrement dit, sur mon serveur secondaire, je vais pouvoir avoir une base de données qui sera en lecture seule ou seulement en stand-by, donc en attente de panne sur mon serveur principal. L'intérêt de cette méthode-là, c'est que c'est relativement robuste. Qui n'arrive pas à faire un backup, qui n'arrive pas à faire une copie de fichier, qui n'arrive pas à faire une restauration. Donc c'est quelque chose qui est très 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 robuste, c'est vraiment une solution éprouvée. C'est une solution qui est scalable parce que j'ai potentiellement une infinité de serveurs secondaires. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est souvent utilisée dans du disaster recovery pour, je dirais, dupliquer des informations entre data centers. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé à ces fins-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même d'autres possibilités. On a aussi la possibilité de restaurer une base, entre guillemets, en retard. Si vous voulez une base de données qui soit synchronisée à moins d'une heure par rapport avec votre prod, c'est tout à fait possible avec du log shipping. Maintenant, mine de rien, il reste quand même un certain nombre de limites. L'une des principales, c'est effectivement la déconnexion des utilisateurs. Quand vous allez restaurer votre base de données, si vous voulez vraiment axer votre plan de disaster recovery sur la restore du secondaire, les utilisateurs vont se faire déconnecter au niveau du serveur secondaire. Donc, s'ils utilisent des applications de reporting avec des requêtes qui sont peut-être un petit peu consommatrices, ils risquent tout simplement de voir leur travail interrompu. Ensuite, effectivement, je suis obligé d'avoir un mode complet. La granularité, ce sera la base de données. Donc, ce n'est pas un système qui est parfait, mais mine de rien, ça peut être utile. En termes de recovery point objective, on peut aller très très vite parce qu'on a une base qui sera opérationnelle très rapidement. On continue avec le failover cluster apparu avec SQL Server 7, si ma mémoire est bonne, Windows NT4 Wolfpack. Donc là, c'est pour les il y en a qui n'ont pas connu ça. Donc là, par contre, d'un point de vue granularité, on va passer à une granularité niveau instance. Donc le but d'un cluster, c'est vraiment de se protéger sur des pannes matérielles au niveau d'une des machines, que l'on va appeler un nœud. Donc effectivement, je vais avoir un stockage partagé, de type SAN par exemple. Je vais ensuite installer un ou n nœuds, donc de préférence plusieurs nœuds en cluster. Et ensuite, je vais installer mon instance virtuelle SQL Server par-dessus ces nœuds. Autrement dit, si j'ai un serveur qui casse, je vais pouvoir basculer l'exécution de mon instance sur un des autres nœuds. Donc sur du 2008 R2, en x64, on peut monter jusqu'à 16 nœuds au niveau du cluster. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est là aussi éprouvé, ce qu'on va voir aussi par la suite. D'un point de vue des limites, par contre, le temps de bascule. Le temps de bascule peut être long en fonction du nombre de bases que vous avez et du temps de recovery, donc le fait de rejouer les journaux de transaction. On aura aussi en termes de SPOF, donc Single Point of Failure, le disque. Si vous perdez votre baie de disque, vous n'avez plus de lien vers votre baie de disque, c'est clair que vous n'avez plus du tout accès à vos données et à votre instance. Et donc, d'un point de vue des limites, le RTO,
recovery time objective reste une problématique au niveau du cluster. Le database mirroring apparu avec SQL Server 2005, SP1. On pouvait l'utiliser dans la RTM, il fallait activer un trace flag particulier. Donc là, par contre, c'est une nouveauté intéressante parce que d'un point de vue RTO, ça va être extrêmement rapide. Donc, le database mirroring, vous avez votre serveur principal et finalement, quasiment en temps réel, suivant si vous êtes en synchrone ou en asynchrone, vous allez pouvoir, entre guillemets, rejouer vos transactions sur un serveur secondaire. Ce serveur secondaire sera vraiment là, disponible et voire synchronisé de manière à accueillir votre applicatif, en tout cas tout ce qui concerne les transactions, en cas de panne qui arriverait sur le serveur principal. Donc d'un point de vue RTO très très faible, les autres avantages, réparation automatique des pages endommagées, la défaillance software, hardware, storage, puisque là cette fois-ci par contre, c'est pas du tout comme sur du cluster, on va complètement dupliquer le stockage. Donc on enlève un des points de défaillance qui était connu jusque-là. Par contre, d'un point de vue des limites, c'est clair qu'il en existe certaines. La première, c'est que je n'ai qu'un seul réplica. Je ne pourrais pas avoir 2 réplicas, je ne pourrais pas avoir 3 réplicas sur mon database mirroring. Aujourd'hui, c'est une des limites. Une autre des limites, c'était la notion de serveur lié. Aujourd'hui, si vous avez des serveurs liés vers la base de données principale, les serveurs liés ne vont pas suivre la bascule au niveau du failover. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, même en utilisant des alias DNS, ça marchait relativement mal. La problématique aussi qu'on peut rencontrer, c'est la notion d'utilisateur orphelin. Au niveau de vos bases de données, il faut toujours penser qu'en SQL Server 2008, 2008 R2, vos utilisateurs sont authentifiés au niveau de la base master. Ils ne sont pas du tout authentifiés dans la base de données que vous êtes en train d'utiliser. Donc si vous utilisez des utilisateurs de type SQL Server et que vous restaurez votre base de données sur une autre instance, vous devrez, entre guillemets, raccrocher vos utilisateurs orphelins avec un SP Change User Login par exemple, ou alors vous avez déjà synchronisé les SID des utilisateurs. Donc, l'autre problématique, c'est qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sur ce réplica. Soit on crée un database snapshot, auquel cas on pouvait accéder aux données en lecture seule, soit dans ce cas, il attendait juste que le primary cesse de fonctionner. Si on voulait mettre en œuvre un accès en lecture seule, on était obligé de prendre une capture instantanée de la base, donc de se mettre en database snapshot. Le mirroring peut fonctionner hors du contexte d'un domaine. On peut tout à fait, par exemple, mettre en place le database mirroring entre 2 data centers complètement distants et dont les instances SQL ne seraient pas du tout dans le même domaine Active Directory. En fait, on va faire de l'authentification avec des certificats. Et le dernier, pour essayer de rester un petit... Enfin, le dernier, on aura quelque chose d'un petit peu particulier ensuite. La réplication. Donc, la réplication qui va aussi nous permettre, finalement, d'avoir une sorte de disaster recovery. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que là, d'un point de vue de granularité, on va descendre au niveau de la table. Mais au niveau de la réplication, je vais pouvoir avoir un maître, l'éditeur. C'est sur ce serveur-là que je vais faire des insertions, des mises à jour. Et ensuite, je vais pouvoir propager ces informations sur un ou un abonné. On est sur une solution qui est extrêmement scalable. Aujourd'hui, on peut tout à fait rencontrer, si vous allez voir Jean-Yves Devant sur sa session sur la réplication, Jean-Yves va vous parler d'infrastructures où vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés pour une base de données. Donc autrement dit, vous pouvez tout à fait distribuer de l'information et, je dirais, la rendre accessible en lecture, voire en écriture pour certains types de réplications, sur plusieurs instances. Donc l'intérêt, c'est vraiment la répartition géographique. Vous pouvez avoir des données qui soient en lecture et en écriture sur plusieurs serveurs. Donc par contre, d'un point de vue des limites, c'est la gestion des conflits. Alors la réplication de fusion va tout à fait embarquer, je dirais, par défaut, une gestion de conflits. Maintenant, sur les autres types de réplication, ce ne sera pas forcément le cas. D'un point de vue des limites, la latence de mise à jour. La latence de mise à jour, c'est quelque chose que vous devrez prendre en compte entre vos différentes instances. Et d'un point de vue stratégie de backup, si vous avez des réplicas qui sont en lecture-écriture sur... des réplicas qui sont en lecture-écriture sur plusieurs machines, votre stratégie de backup va être peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'il va falloir prendre en compte tous ces facteurs-là. Le dernier, relativement peu utilisé parce que ça correspond quand même à des scénarios un tout petit peu spécifiques, c'est ce qu'on appelle les Scalable Shared Database. Donc, quel est le but des Scalable Shared Database? C'est de présenter finalement une LUN, donc issue d'un stockage partagé. Cette LUN, en fait, va être en lecture seule et je vais pouvoir attacher sur n instances SQL cette même LUN. Donc, je vais avoir finalement un stockage centralisé pour mes informations et ce stockage centralisé va être accédé par n instances SQL. Derrière, on mettra en place un network load balancing, donc une répartition de charges classique. Et de cette manière-là, vous avez bien, je dirais, bénéficié de la puissance de N serveurs SQL pour présenter des informations de type reporting ou de type catalogue qui varient très très peu à vos clients. Donc on va pouvoir utiliser le TempDB local. Les limites, le scénario n'est pas très très évident. C'est quelque chose qui est un tout petit peu compliqué à mettre en œuvre, même si ça s'automatise au travers de scripts.
Et il reste, mine de rien, un single point of failure qui est toujours pareil comme sur du cluster, qui est sur le SAM. Donc j'espère ne pas avoir été trop rapide, mais on a beaucoup de choses à vous montrer qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Vous avez un tableau récapitulatif qui va vous présenter les différentes solutions, que ce soit database mirroring, le log shipping, le failover cluster. Et ensuite, vous avez la granularité. Est-ce que vous êtes en granularité table, granularité base, granularité instance? Et ensuite, en fonction de vos besoins spécifiques, en fonction de votre besoin de RPO, de RTO, et votre applicatif, qu'est-ce qui est capable de supporter votre applicatif, on aura la possibilité de choisir l'une ou l'autre des solutions au niveau SQL Server 2008 pour la haute disponibilité. Parfait. Merci Christophe. Donc on a vu l'état de l'art aujourd'hui avec SQL Server 2008 R2. On va maintenant parler d'Always On. Alors en fait, Always On en tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le nom chapeau générique de la plateforme de haute disponibilité de SQL Server 2012. Pourquoi ça ne veut pas dire grand-chose? C'est parce qu'en fait, on a décidé dans les équipes de Microsoft de faire converger toutes les solutions de disponibilité vers une couche qui est prise en charge par l'OS, par Windows Server, et qui s'appelle Windows Failover Cluster. C'était un peu dommage d'avoir des ressources dans l'équipe SQL dédiées à gérer de la haute disponibilité, alors que par ailleurs, on avait déjà une autre équipe dédiée dans l'OS lui-même, une autre équipe dédiée dans d'autres produits. Donc désormais, c'est une convergence vers l'utilisation de Windows Failover Cluster. Et donc Always On, ce qu'on va voir aujourd'hui, Always On Availability Group va utiliser Windows Failover Cluster. Par contre, ça n'est pas un cluster au sens traditionnel auquel vous pensez, c'est-à-dire une baie partagée. C'est pas du tout ça et on va le voir en démonstration. Donc désormais, Always On ne voulant pas dire grand-chose tout seul, il faut rajouter derrière un suffixe. Et donc on va parler de Always On Failover Clustering. Ça, c'est le cluster que vous connaissez aujourd'hui. Vous allez donc avoir plusieurs nœuds, installer SQL Server en mode cluster, avoir une baie partagée. C'est le mode normal que vous connaissez dès maintenant et qui s'appelle Always On Failover Clustering. Le deuxième mode qui, lui, par contre, est totalement nouveau et qui est l'objet de cette session, c'est Always On Availability Groups, donc des groupes de disponibilité. Alors en gros, on va faire essentiellement la démo, mais j'ai besoin de mettre en place 2-3 choses. Avec Always On Availability Group, vous allez pouvoir, pour un principal, pour une base de données ou un groupe de bases de données, avoir jusqu'à 4 secondaires. Jusqu'à 4 secondaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 secondaires. Vous pouvez vous arrêter à 1. Mais vous pouvez aller jusqu'à 4 secondaires. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 secondaires synchrones. Ça veut dire RPO égale 0. Okay, ça vous permet comme ça d'avoir une bascule HO immédiate sur votre centre principal. Mais vous pouvez aussi vous permettre d'avoir un deuxième serveur secondaire synchrone quelque part ailleurs. Vous pouvez aller donc, du coup, les deux autres qui restent, je vous avais dit qu'on peut avoir jusqu'à 4 secondaires, donc 2 synchrones, donc 2 asynchrones. Alors là, c'est plutôt le scénario disaster recovery, plan de reprise d'activité. Vous allez pouvoir faire de l'automatic failover, donc une bascule automatique entre 2 nœuds. Vous allez dédier 2 nœuds et vous allez dire ces deux-là doivent basculer l'un vers l'autre quand il y a un problème. Par contre, vous vous rappelez qu'il y a un autre nœud synchrone qui est possible. Rien ne vous empêche après de faire une bascule manuelle vers ce troisième nœud. Mais la partie automatique failover ne se fera qu'entre 2 nœuds. Et en fait, il y a plein de choses qu'on a rajoutées dans Always On, mais le mieux, plutôt que démo. Donc, dans l'architecture qu'on va mettre en place, que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai 5 machines qui vont être impliquées. Alors, en fait, j'ai qui dit Always On Availability Group repose sur le Windows Failover Cluster. Qui dit Windows Failover Cluster dit Active Directory. Qui dit Active Directory dit domaine controller. Donc, il faut donc une machine qui fasse mon domaine controller de mon AD. C'est la machine qui est en haut à gauche, AO Bello DC, donc qui est en IP50. Ensuite, dans ma démonstration, je vais avoir donc 4 machines pour Always On. Je vous rappelle qu'on peut avoir jusqu'à 5 machines en tout, puisqu'on a un principal et 4 secondaires. Ça fait 5 en tout. Or, moi, pour des raisons techniques, sur mon laptop, je ne peux pas avoir plus de 5 VM. Donc, déjà, je suis à 5, là, je suis au taquet. Donc, du coup, je vais faire ça, tourner ça que sur 4 machines en tout. Donc, il y aura un principal et 3 secondaires. Et ce que je veux faire, c'est que mon premier nœud secondaire et mon second nœud secondaire seront tous les deux synchrones, tandis que mon troisième nœud sera asynchrone. Et rappelez-vous que j'aurais pu rajouter un quatrième nœud asynchrone dans l'histoire. Donc, on va essayer de voir comment on met ça en œuvre. Ça, c'est le scénario que je souhaite vous partager avec vous. Alors, hop, on va passer en mode dupliqué. Donc ici, vous voyez dans Hyper-V, en fait, mes 5 virtual machines qui tournent. Donc avec un domaine contrôleur et puis les 4 premiers serveurs que vous avez vus, 1, 2, 3, 4. Donc le 1 sera le principal par défaut et 2, 3 et 4 seront mes secondaires. Je vais donc basculer ici. Donc voilà, vous voyez que j'ai ouvert des sessions remote desktop sur mes serveurs en question. Donc là, vous voyez le domaine contrôleur, vous voyez le serveur 1, 2 et 3 et 4. C'est le fond d'écran qui vous dira où est-ce qu'on est. Alors la première chose, qu'est-ce que j'ai fait pour installer tout ça? Comment on démarre pour mettre Always On en place? J'ai installé Windows Server. J'ai activé la feature Windows Failover Cluster. Donc j'ai juste coché
le fait que je voulais avoir les services de Windows Failover Cluster sans rien configurer. J'ai juste activé cette feature, mais je ne l'ai pas configurée. Ensuite, j'ai installé SQL Server en mode standalone. C'est très important, je n'ai pas installé SQL en mode cluster. J'ai fait une installation standard, ce que vous faites en temps normal quand vous prenez la première option où on vous demande un nom d'instance, vous mettez le nom d'instance, next, 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 et à la fin, vous avez votre instance qui est installée. D'accord? Donc vous notez que j'ai installé une instance qui s'appelle SQL 2012 sur les 4 machines. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom d'instance. Hein. Moi, j'ai pris le même nom pour solution de facilité, mais bien sûr, vous pouvez avoir des noms d'instances différents. Donc, ici, je vous montre que j'ai bien installé en fait la partie Windows Failover Cluster, qui est ici. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la première étape, c'est de créer un cluster. Donc, on va venir dans la console de cluster et on va créer un cluster from scratch. Donc, première étape, il va me dire, OK, quels sont les serveurs que tu veux mettre dans ce cluster? Donc, je vais commencer par mettre le 1, je vais mettre le 2, le 3 et le 4. Et je vous rappelle, j'aurais pu rajouter une 5e machine. Il me dit, veux-tu que je lance le wizard qui va faire l'assistant qui va permettre de checker que les nœuds sont corrects pour le cluster? Je vais dire non, mais vous devriez le faire si vous voulez partir en production et être supporté officiellement par Microsoft. Ensuite, on va demander un nom pour le cluster. Donc, on va, comme je m'aime beaucoup, on va l'appeler Bello Cluster. Je mets mon nom pour vous montrer que c'est des noms non pas techniques, mais des noms que vous pouvez choisir. Donc, on va mettre 60 comme IP pour ce cluster. On va faire Next. Voilà, donc il va vérifier que à peu près tout est bon, et il va me dire qu'il est prêt à le faire, donc allons-y. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire rejoindre ces machines. Donc je vous rappelle que je n'ai pas de baie partagée là. Hein. Chaque nœud a son propre stockage. Okay, ça peut être un stockage local, ça peut être une baie, peu importe. Hein, mais chaque nœud est indépendant. On ne partage pas le stockage par opposition au cluster habituel où justement on a une baie partagée entre tous ces nœuds-là. Et il y a seulement un serveur qui détient à un moment donné le fichier de data et le fichier de log de la base de données. Là, je suis obligé de faire un peu de numéro de claquette pour compenser l'assistant qui est un peu long. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans SQL et on va dire à SQL, je veux tirer parti, bénéficier de la fonctionnalité qui s'appelle SQL Server Always On. Parce que par défaut, elle n'est pas activée, ce sera à vous de l'activer. C'est simplement une boîte à cocher comme on va voir dans l'outil de configuration. Mais je ne veux pas y aller tant que la mise en cluster n'est pas terminée. Donc juste pour vous décrire l'affaire, comme j'ai 5 VM, vous imaginez qu'il y a un peu d'IO dans tout ça. Donc en fait, j'ai deux disques internes dans mon laptop ici, et j'ai un disque dur externe en USB. Donc, pardon? Non, c'est pas. Alors la question c'est un disque SSD, pas du tout, c'est un disque standard. Donc c'est bien le problème. Et donc du coup, j'ai fait une VM sur un disque interne, une VM sur le disque externe, deuxième disque interne, une VM sur l'externe, la 4e sur le disque interne à nouveau numéro 1, et la 5e sur le disque interne numéro 2. Donc autant vous dire que ça bastonne au niveau des I/O. C'est pas une configuration de prod comme vous pouvez vous en douter. Alors là, quand il dit ça, c'est qu'il me va mettre encore plus de temps. Et bien sûr, c'est forcément quand on est en session en direct. Sur la création du cluster, en fait, il faut voir qu'il va créer des objets dans Active Directory. Il va mettre en place aussi l'alias DNS pour votre nom cluster. Le nom cluster, en fait, le cluster, c'est vraiment la grappe. C'est une grappe de serveurs. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. On va en faire du SQL, on pourra en faire de l'Exchange. Mais on est vraiment sur une grappe. Donc la grappe, il va falloir la nommer. Donc on va créer un nom d'ordinateur dans Active Directory qui par défaut ira dans l'OU Computer, enfin dans le container computer. Si vous voulez faire du pre-staging, c'est tout à fait possible. Et ensuite, en fait, il va mettre au niveau du DNS un alias, une adresse IP pour le nom cluster qui aura été créé. Superbe, magnifique. Vous avez vu le professionnalisme? Il finit la phrase, l'assistant s'arrête, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle la classe. Ok, donc mon cluster a été créé. Alors évidemment, dans ce cluster, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai juste, enfin, il y a mes nœuds qui sont déclarés open running. Par contre, il n'y a aucun service qui est protégé pour l'instant. J'ai simplement créé un cluster vierge. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer l'instance qui se trouve sur le serveur numéro 1 pour être capable de faire de l'Always On. Donc vous venez ici, SQL Server Services, vous prenez votre service 2012 ici, clic droit, propriété, et là vous voyez apparaître un nouvel onglet qui s'appelle Always On High Availability qui n'existait pas avant. Et là vous voyez que vous avez la possibilité d'activer le fait que vous voulez que cette instance rentre dans Always On Availability Group. Et vous noterez que cette boîte à cocher en fait ne se dégrise que si on découvre que votre nœud fait partie d'un cluster. Donc si j'avais lancé cette fenêtre avant que le cluster soit créé, cette boîte à cocher aurait été dégrisée. Enfin grisée. J'aurais pas pu l'activer puisqu'il faut forcément être dans un cluster. Alors comme je dois faire ça sur les 4 nœuds et que ça nécessite un reboot, un redémarrage du service SQL, je vais vous montrer une autre manière de faire ça. Je vais me connecter en fait à mon instance numéro 1 par exemple, et puis on va faire ça par PowerShell. Donc je vais lancer en fait une console PowerShell et je vais vous montrer les commandes qu'on a mis au point dans PowerShell pour automatiser ça et faire en sorte que vous puissiez de manière industrielle faire cette chose-là au lieu de le faire avec une manipulation manuelle. Donc je vais aller sur la racine.
je vais aller dans Always On, démo, et ici j'ai un script en fait qui s'appelle enable Always On PS. Vous voyez, le script est super complexe puisqu'il consiste à faire for each les 4 réplicas de mes machines, donc les 4 noms de serveurs des machines, simplement appeler la commande enable SQL Always On. C'est tout ce que ça fait. Et pourtant, ça fait beaucoup. Hop, on va lancer ça. Donc là, c'est pareil, c'est le deuxième moment où il faut attendre un petit peu et donc meubler. Donc le principe là, c'est qu'il est en train d'aller taguer chacune des instances et de cocher cette case que vous avez vue dans la boîte d'options là. Je veux faire Always On, de redémarrer le service. À partir du moment où on a fait ça, la grosse différence qu'il y a entre Always On, Availability Group et Database Mirroring, par exemple, techniquement, c'est les mêmes mécanismes qui ont lieu, c'est-à-dire qu'on prend des fichiers de transaction qu'on va transmettre de manière synchrone ou asynchrone en fonction du choix que vous avez choisi vers vos secondaires. Et si vous avez choisi le mode synchrone, on va attendre que le secondaire ait acquitté le fait qu'il a bien reçu le package de transaction avant de faire un commit côté client. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Mais l'avantage qu'a le Database Mirroring, l'Always On Group par rapport à la Database Mirroring, c'est que le Database Mirroring, c'était base par base. Donc si on devait configurer les bases, c'était manuellement une par une déjà. Et deuxièmement, il y avait un problème sous-jacent qu'on négligeait au départ. C'était imaginer que vous ayez 3 bases en Database Mirroring, DB1, DB2, DB3. Et qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, DB1 échoue. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une bascule. Donc ça veut dire que le principal n'est plus celui-là, mais la machine qui est à droite. Et on se retrouve dans une situation ubuesque dans laquelle ici j'ai DB1 qui est actif, ici j'ai DB2 et DB3 qui restent là, de ce côté-là, puisqu'elles n'ont pas eu de problème, et il se trouve que ces bases s'appellent entre elles. Okay, donc vous passez d'un état où vous vous appelez localement, et bien sûr ça dépote, à un état où vous vous appelez par le réseau. Et donc DB1 fait un select sur DB2. Et donc là, ça pose un problème énorme de performance, etc., côté application cliente. Désormais, avec Always On, on va pouvoir faire un groupe de bases de données à protéger. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Availability Group. Et dans ce groupe, vous allez mettre autant de bases de données que vous voulez, et c'est ce groupe-là entier qui va basculer. Si à un moment donné, on doit basculer, c'est tout qui bascule. Voilà, donc ça m'a permis de meubler. On revient ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que si jamais, vous avez vu qu'il y a un folder ici qui s'appelle Always On High Availability, si je tente d'y aller de suite, là il va me dire, bah, désolé, tu n'as pas activé l'option. Or, vous m'avez vu, je l'ai activé, ce PowerShell. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IHM, là, ne le sait pas encore. Donc simplement, je rafraîchis ma connexion à la machine, et à partir de ce moment-là, l'IHM va voir qu'effectivement, j'ai bien activé cette option. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un nouveau groupe de disponibilité. On va plutôt faire le wizard. On va lancer l'assistant, il y a 2 options, soit par l'assistant, soit par la fenêtre en tant que telle. Alors, première étape, donner le nom de mon groupe. Alors, on va l'appeler Bello Avail Group. Le nom est important parce qu'après, je l'utilise dans mes scripts. Alors, ici, je lui dis qu'on peut choisir plusieurs bases de données. Bon, ben moi, je vais choisir AdventureWorks, Compta, et en fait, il se trouve que j'ai une 3e base que j'aimerais bien protéger, en fait, en même temps, qui est la paye. Mais il se trouve qu'ici, l'assistant me dit, ben, désolé, mais la paye, je ne peux pas l'activer dans le Always On Group parce qu'il me manque un full backup. On ne vous autorise pas à commencer à mettre une base dans Always On Availability Group s'il n'y a pas un full backup. Donc je dis OK, il n'y a pas de souci, faisons un full backup. Donc je vais faire un clic droit, task, backup. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais le scripter au lieu de le lancer directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un répertoire partagé où je mets tous mes backups. Donc je vais en fait, c'est un chemin réseau, je vais sur le domaine contrôleur en fait. Et c'est sur le domaine contrôleur que je souhaite faire mes backups. Donc je remplace le chemin local par défaut ici vers mon chemin réseau. F5. Voilà, mon backup a été fait, c'est une base très petite, donc c'était rapide. On va faire un refresh, et là on voit que maintenant la base est disponible pour pouvoir la mettre dans le Always On. Très bien. Next. Il me dit, OK, ça c'est ma partie favorite. Décris-moi un peu la situation. J'ai vu qu'il y avait un nœud, tu veux qu'il soit primaire. Très bien. Est-ce que tu veux un automatic failover? Je dis oui. Qui dit automatic failover impose synchrone. On ne fera pas d'automatic failover sur des nœuds asynchrones. Parce que sinon, ça pourrait vous faire croire que tout va bien, alors que vous avez perdu de l'information, par définition. En synchrone, vous perdez de l'information. Je vais mettre le nœud numéro 2. Et je vais lui dire que lui aussi, je le veux en automatique. Donc forcément, il coche synchrone. D'accord? Ensuite, je lui dis, écoute, moi j'ai un nœud en plus numéro 3. Et celui-là, j'aimerais bien en synchrone. Déjà, je ne peux plus l'activer en automatic failover, parce que je vous rappelle qu'on peut mettre que 2 machines en automatic failover. Par contre, j'ai encore un jeton pour le jouer en synchrone. C'est ce que je vais faire. Et enfin, un dernier nœud qui est chez moi ici, le 4. Alors lui, même le synchrone est grisé, puisque ça y est, j'ai pris mes 2 jetons de synchrone, il ne me reste plus comme possibilité que d'avoir de l'asynchrone. Okay, et je pourrais rajouter un 5e, encore une fois, si je l'avais installé. Okay, et ça serait le dernier. Mais là, comme j'en ai pas, je ne le mets pas. Ici, on vous décrit les endpoints TCP/IP qui vont être à l'écoute. Et là, vous reconnaissez beaucoup de concepts du database mirroring, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment en commun entre database mirroring et Always On. Pour l'instant, on va laisser le reste tel quel, parce que je vais revenir un petit peu plus tard. Pour mettre à jour maintenant mes nœuds 2, 3 et 4, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je fasse, moi, les backups complets et les restores?
complet sur les nœuds en question, ou est-ce que tu veux le faire toi, et après, tu viendras me dire simplement de rejoindre Always On. Alors tout ça, ça va dépendre de quoi? De la taille de vos bases. Si vos bases font 1 giga, vous pouvez laisser faire l'assistant. Si elles font 2 Tera, 10 Tera, c'est pas l'assistant qui va lancer le backup d'une base de 10 Tera. Hein, c'est à vous de le programmer, de faire les backups qui vont bien, les copier sur vos sites secondaires distants. Bref, c'est à vous d'organiser l'affaire pour que sur chacun des sites, il y ait une restauration d'une base, même si elles sont pas synchrones. Hein. Always On va concilier tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des backups. Alors moi, je lui dirais, écoute, vas-y, fais tout ça toi-même. Voici le chemin pour les backups. Hein, c'est l'endroit où je mets tous mes backups. Vas-y, débrouille-toi. Donc là, il check en gros l'ensemble des choses. Faites pas attention pour l'instant au warning, on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est parti. Donc là, la première des choses, c'est qu'il va commencer à créer tout ce qui concerne la sécurité pour pouvoir faire cette configuration. Ensuite, pour ceux qui sont familiers avec les sessions X-Event, qui sont des objets événementiels auxquels on peut s'abonner dans SQL pour être notifié de l'état de santé de telle ou telle fonctionnalité, et bien vous voyez que par défaut, en fait, dès que vous faites de l'Always On, on va créer une session X-Event pour vous. Et cette session s'appellera Always On Health. Okay, donc c'est l'état de santé de votre Always On et vous pourrez comme ça vous abonner à un événement pour dire dis-moi quand une bascule ne se fait pas, dis-moi quand une bascule se fait en tant de temps, sous-entendu que le temps est trop long, bref, toutes les notions événementielles. Alors il y a un problème de configuration de quorum, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu quoique si pour meubler je pourrais le faire. Ok, faisons-le. Donc aujourd'hui, là j'utilise une build qui est la RC0++, c'est-à-dire une build privée juste après la RC0. En fait, par défaut aujourd'hui, pour obtenir le vote, donc il faut un nombre impair, hein, vous vous rappelez, pour le quorum, pour pouvoir décider qu'une machine n'est plus là. Donc si on s'en tient à 2 nœuds, ben, ça ne va pas suffire. Il faudrait une troisième chose. Cette chose-là, ça peut être une machine, ça peut être un stockage, ça peut être un share partagé. Donc en l'occurrence, dans cette démo, j'aurais pu faire un share partagé. Mais le message ne vient pas de là. Le message vient du fait que quand j'ai lancé la configuration Always On, il a donné le pouvoir de vote, la config SQL, a donné le pouvoir de vote aux 4 nœuds. Or, on ne vous recommande pas de donner le pouvoir de vote aux 2 autres derniers nœuds, là, les nœuds asynchrones, enfin ceux qui ne participent pas directement à l'automatic failover. On vous recommande de ne pas les configurer comme un vote, comme votant. Vous pourriez me dire, mais pourquoi c'est pas l'assistant qui l'a pas fait? Enfin, pourquoi l'assistant l'a fait du coup? Ça, c'est quelque chose qu'on va normalement corriger dans la version finale. Dans la version finale, quand vous configurez ça, vous aurez que les 2 nœuds en automatic failover qui seront votants pour atteindre le quorum. Ce sera à vous de définir le 3e qui permet d'avoir un nombre impair et ça, vous serez bon à y aller. Voilà. Bon, ben parfait, c'est fini. Bon, ben là, normalement, on est up and running, comme on dit. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez votre groupe de disponibilité avec l'ensemble de vos réplicas, c'est-à-dire tous les serveurs qui composent votre availability group, l'ensemble de vos bases de données. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir comment ça se passe côté client. Je vais aller sur le domaine contrôleur, à ne jamais faire en production, bien entendu. J'y vais juste parce que ça symbolise ma machine cliente. Hein, j'ai aucun serveur SQL installé dessus. J'ai juste l'outil d'administration, mais pas de serveur SQL. Et donc, je me suis fait une magnifique application .NET que vous allez voir. Vous allez reconnaître mon style inimitable en termes d'IHM et de belles IHM, c'est ça. Ah oui, il faudrait peut-être que j'ouvre mon accès. Hop. Comme mon IHM, enfin, mon exi se trouve en local sur mon disque physique, il faut que j'ouvre une connexion réseau à mon disque local. Voilà. Ah. C'est bon. Parfait. Hop. Alors ici, j'ai une application en fait qui, comme vous voyez, se connecte au serveur 1. Et que fait cette application en fait? Elle va dans la base AdventureWorks, qui est la première base que j'ai mise dans Availability Group. Elle prend au hasard un employé et elle change sa date de naissance. Elle fait un update tout à fait au hasard, d'accord? Et j'en profite pour demander à la machine, au fait, aujourd'hui, tu tournes sur quel nœud? Alors évidemment, vous allez dire, bah, c'est logique, tu as demandé le 1, on te répond le 1, c'est logique. Ouais, tout à fait. Maintenant, imaginons que le 1 tombe. Bah, si le 1 tombe, l'application s'arrête net là. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit expressément d'aller sur le 1. Moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir avoir une bascule automatique. Donc, en database mirroring, ça se passait comment? On passait déjà, c'est le témoin qui a organisé le fait qu'on fasse une promotion du miroir en principal, ok? Et en fait, c'était la couche cliente SQL qui faisait la redirection automatique. Or là, avec le fameux failover partner, notamment dans la chaîne de connexion. Mais là, avec Always On, on a 4 secondaires. Donc, comment on fait cette affaire-là? Eh bien, en fait, c'est pour ça qu'on a mis au point cette notion de listener. Dans Availability Group, vous allez pouvoir créer un listener. C'est une notion TCP/IP classique que d'autres moteurs de base de données reprennent d'ailleurs, mais c'est une notion classique des TCP/IP. On ouvre un port et on écoute, d'accord? Et quelqu'un va répondre à ce port avec un nom donné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau listener qu'on va appeler Bello Listener.
Sur le port 1433, par exemple, alors moi je ne suis pas en serveur d'HCP, j'ai des IP fixes à mettre, donc je vais mettre une IP fixe. Cette IP sera 192.168.2.70, par exemple, qui n'est pas prise. Donc avant de faire le OK, je voudrais simplement vous montrer que dans le cluster, pour l'instant, au niveau du service, en fait, Always On, on voit deux choses ici. Je vais maintenant basculer ici, faire OK. Et là, ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'il y a une ressource réseau qui est en train d'être créée au niveau du cluster. Donc vous avez compris que maintenant, c'est Windows Failover Cluster qui va porter cette ressource réseau et qui va être en charge de la dispatcher aux autres. Et c'est SQL qui va venir l'alimenter pour la mettre à jour, pour qu'elle puisse toujours désigner quoi? Le principal. Donc cette ressource désignera tout le temps le principal. Donc maintenant, vos applications, tout ce que vous allez avoir à faire, je vais juste vérifier que c'est terminé. Oui, c'est bon, c'est terminé. Donc les applications, ce qu'on va avoir à faire, c'est la chose suivante. On va remplacer ça par Bello Listener. Hop, je vais remettre le petit attribut qu'il y avait avant. On va faire Start, et c'est reparti comme en 40, sauf que maintenant, la différence fondamentale, c'est que l'application, elle ne se connecte pas à une machine en particulier, mais à un listener réseau. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant comme opération, c'est simuler une bascule. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire un truc qui est non planifié. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va... pardon, c'est pas du tout la bonne... oui, c'est pas la bonne... pardon, c'est pas le bon slide, je me suis trompé. Pas grave, je vais vous le décrire physiquement. On va faire une bascule planifiée d'abord. On va dire, moi, j'aimerais que le 1 aille sur le 2. Alors, pour faire une bascule planifiée, vous revenez ici, vous venez dans votre serveur SQL ici, votre availability group qui s'appelle Bello Availability Group, et vous faites clic droit failover. Donc on va faire l'opération. Donc il me dit où est-ce que tu veux faire le failover, vers quelle machine? Ben moi je veux mettre tout basculer maintenant sur la 2. Il me dit OK, comment tu te connectes à la 2? Ben, je me connecte comme ça à la 2. Next, finish. Donc là, pendant qu'il est en train de faire ça, ce qu'on va détecter, c'est que l'application ne marche plus. Et là, vous avez le temps d'indisponibilité de l'application. Et là, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prévenir tout le monde, donc de libérer les ressources pour dire que c'est plus le 1 qui porte l'ensemble des bases de données de votre groupe de availability. On est en train de dire maintenant que c'est le 2 qui va le porter. Et on est en train de dire à tous les autres nœuds, au fait, c'est plus le 1 qui est primaire, c'est le 2. Ça veut dire que vous devez venir vous connecter au 2 pour venir récupérer ce que vous avez à faire. Et dès que c'est fait, la bascule a eu lieu et vous voyez qu'automatiquement maintenant, on a basculé sur le nœud numéro 2. Et là, bien sûr, cette bascule a eu lieu de manière planifiée, mais ça serait exactement pareil si elle avait eu lieu de manière non planifiée. Si je viens sur le serveur numéro 2, qui aujourd'hui est le principal, et que je lui fais un truc à l'ancienne du style, lui enlever la carte réseau. On est tous d'accord pour dire que c'est un bon moyen de faire disparaître le nœud 2 de l'ensemble de la sphère. Si je reviens sur le 1, on voit qu'on est à nouveau en mode non disponible, puisque le 2 n'est plus là pour répondre, il a disparu du spectre réseau. Et vous allez voir que dans le même temps, globalement, dans les 20 secondes, Always On va faire le même travail que tout à l'heure, sauf qu'au lieu que ce soit planifié, tout à l'heure c'était planifié, là ça ne l'est pas. Et c'est le mécanisme automatique de reprise de Always On qui va intervenir. Voilà. Quand ça repart comme ça, c'est que dans quelques secondes, il va recommencer à marcher. Enfin, si tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est le mode normal. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que comme j'ai besoin encore de mon nœud 2, je vais le remettre à la vie. Donc je vais le ramener à nouveau ici, au niveau du réseau, pour qu'il soit à nouveau visible. Alors comment on monitore ça dans Always On? En fait, quand vous venez dans votre nœud votre Availability Group, vous allez faire, alors je vais faire juste un refresh pour être sûr qu'il voit bien les choses. Voilà. Clic droit, on vous a mis un dashboard au point, qui est pas mal, je trouve. Bon, je suis peut-être... alors ça, c'est parce que le nœud 2 n'est pas encore arrivé. Hein. Donc on va lui faire un refresh. C'est le temps qu'il arrive, qu'on ait vu qu'il soit là, qu'on lui envoie ce qu'il a manqué. Parce que les transactions continuent à marcher de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez un dashboard qui vous montre l'état de l'art. Hein, où est-ce que vous en êtes, qui porte votre groupe de availability, qui est secondaire, et surtout, quelle est la configuration qui est en dessous. D'accord? Par contre, l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous ne pouvez aller configurer de toute façon cette notion de availability group que sur le nœud qui porte le availability group. Donc, si vous êtes principal sur le 1, il faudra aller sur le 1 pour configurer votre Always On. Si vous êtes sur le 2, il faudra aller sur le 2. À moins qu'on aille sur le listener. Et donc, c'est un des avantages collatéraux du listener, c'est qu'en fait, vous pouvez dire, moi, je ne sais pas quel est le nœud qui porte Always On. Par contre, ce que je sais, c'est que Bello Listener, ça répondra toujours parce que c'est lui qui portera. Et là, vous vous retrouvez de manière à configurer l'affaire. OK? Alors maintenant, c'est pas tout. On a fait ça, mais on s'est dit, c'est pas suffisant. Pardon? On n'était pas en train de tourner sur le 3? Non, sur le 1, parce que l'automatic failover, c'est entre le 1 et le 2. La question, c'est est-ce qu'on n'était pas en train de tourner sur le 3? Le 1, je vais vous refaire le scénario. 1 et 2. J'ai fait volontairement le passage de 1 à 2. Ensuite, j'ai enlevé la carte réseau du 2. Et comme c'est ces deux-là que j'ai mis en automatique, on est revenu sur le 1. D'accord? Le 3, il ne passera pas automatiquement dessus. Il passera si j'ai envie qu'il y passe, en manuel.
Okay, alors, ce qu'on s'est dit après pour vous, c'est de vous dire, pourquoi ne pas accéder en read-only à vos secondaires, mais en read-only de manière simple, pas en passant par un snapshot, etc., en passant de manière native en read-only. Dès qu'on fait ça, les clients voient, enfin vous voyez tout de suite un intérêt, parce que vous vous dites, du coup, mon hardware, je peux le réutiliser, celui qui me sert en secondaire, je peux en faire autre chose. Mais la question inévitable qui vient juste après, c'est de dire, OK, je comprends bien que je peux faire du reporting sur secondaire. Ma direction générale va venir, je vais lui faire des super dashboards qui vont montrer toutes les semaines l'état des ventes, etc. Et qu'est-ce qui se passe si le secondaire n'est pas là? Mon reporting ne marche plus. Or, mon reporting est aussi important que mon serveur principal. D'un point de vue pérennité de mon poste dans l'entreprise, c'est aussi important que le principal. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous dire, écoutez, votre principal, il est protégé par les 4 secondaires, d'accord? Maintenant, si vous mettez le report sur un des secondaires, on va faire un cluster, et je mets cluster entre guillemets, je dis entre guillemets pour ceux qui nous voient après coup, en enregistré. Je vais prendre les 4 nœuds secondaires et je vais les mettre en cluster, et ils vont se backuper les uns aux autres. Donc si un des nœuds secondaires n'est plus là, ça sera un autre nœud secondaire qui prendra le relais. Donc le mieux, c'est de vous montrer comment on configure ça. Vous revenez là, vous faites clic droit, propriété, et ici, vous avez la notion de readable secondary. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de pouvoir décider à n'importe quel moment qu'est-ce que vous voulez faire des secondaires. Donc l'option c'est non, je ne voulais pas que ce nœud soit accessible en lecture. Oui, ça c'est facile à comprendre. Read intent only. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seules les applications qui auront montré patte blanche, c'est-à-dire qu'elles seront arrivées en disant bonjour, excusez-moi de déranger, je viens en read only, en P. Voilà, seules celles-là pourront venir se connecter. Alors on va voir comment ça se traduit techniquement parlant, ce je viens en P. Okay, alors à noter que la première fois que j'ai vu cette IHM, ça m'a un peu perturbé parce que j'ai dit attends, mais si je passe le secondaire en read-only et qu'il est principal, primaire, qu'est-ce qui va se passer? Alors cet attribut ne sert que quand il n'est pas principal. Okay, cet attribut n'a de sens que quand le nœud est secondaire. Si vous changez cet attribut sur un nœud primaire, ça changerait en primaire. Il reste primaire et il est toujours read and write. Alors moi ce que je veux dire c'est qu'il est read intent pour tout. Les 4 nœuds, je les veux en read-only. Hop. Maintenant, il y a 2 choses à configurer pour aller jusqu'au bout de l'affaire. La première, c'est exposer les URL par lesquelles écoutent ces nœuds. Alors pour faire ça, il y a en fait alors je vais juste me mettre, ouais c'est bon. Je vais me mettre, bon si je vais le faire sur le listener. Voilà comment ça marche. Ah oui, là c'est pareil, il faut que j'ouvre mon accès réseau, parce que mon script est sur mon disque physique. Enfin sur ma machine physique, sur mon hôte. Allez, bouge. La question qui revient souvent, est-ce que je peux avoir plusieurs listeners? La discussion a eu lieu, je pense, aussi chez Microsoft. Ouais. En fait, il y aura un seul listener, mais par contre, vous pouvez mettre plusieurs adresses IP. Tout à fait. Alors, ici, ça, c'est la configuration qui est équivalente exactement à ce que je viens de faire par l'IHM. Quand j'ai mis Read Intent Only dans l'option, c'est exactement ça. Vous faites un alter de votre groupe et vous dites que pour le serveur 1, vous autorisez Read Only Intent Only. D'accord? Donc, je ne vais pas le rejouer. L'étape d'après, c'est qu'on doit en fait, je vous passe ça pour l'instant, l'étape d'après, c'est de pouvoir dire, voilà, moi, le nœud 1, je veux qu'il écoute en read-only, pour répondre aux applications clientes qui vont venir, je veux qu'il écoute sur cette URL TCP/IP. Vous notez ici qu'il y a un numéro de port qui est en fait le port qui a été attribué à SQL. Alors, si vous êtes en port statique, pas de souci, vous mettez le port que vous avez choisi. Par défaut, 1433, mais vous mettez ce que vous voulez, celui que vous avez choisi en fait. Moi, je suis en port dynamique, donc tout le code qui est avant ne sert qu'à une chose, aller lire dans la base de registre de chacune des machines pour détecter quel est le port qui a été choisi finalement par SQL au démarrage. Donc ça n'a rien à voir avec l'Horizon, et ça me génère automatiquement le script. Alors j'ai pas trouvé de moyen plus élégant de faire ça. Puis je me suis dit un peu de truc, un peu trash à la fin, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Je copie ce code, je rebascule ici. Hop. Ça, je le garde et je remplace juste ce code-là. C'est juste pour être sûr que j'ai bien les bons ports. Voilà, c'était les mêmes. Ok, parfait. Donc là, je suis en train de dire, chacun des nœuds, il écoute sur tel port. Là, encore une fois, vous inventez pas ça. C'est une configuration de votre machine, de vos machines. Hop, on exécute. Et maintenant, la notion de bascule. Le reporting est sur une machine et tout d'un coup, la machine secondaire tombe. Sur laquelle on bascule après? On ne va pas l'inventer, nous. On ne va pas deviner, tiens, c'est la 3 qu'il faut aller ou la 4. C'est vous qui allez nous le dire. Vous allez nous dire, quand le serveur 1 est principal, la première machine par défaut pour le report, c'est la 2. Si la 2 tombe, tu vas sur la 3. Si la 3 tombe, tu vas sur la 4. Par contre, quand la 2 est principale, la première machine de read-only, c'est la 1, la deuxième, c'est la 4,
et la troisième, c'est la 3. Et c'est vous qui faites ce qu'on appelle une routing list. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Si le 1 est primaire, pour la lecture seule, tu feras d'abord 2, puis 3, puis 4, dans l'ordre d'apparition. Okay, si le 2 est primaire, ça sera 3, 4, 1. Si le 3 est primaire, ça sera 4, 1, 2. Vous avez compris que je suis l'ordre séquentiel, pour que ce soit plus facile à suivre dans la démo. Parce qu'après, je vais vous poser la question vers où on va aller quand on fera les bascules. Voilà. Donc, on va le laisser configurer. Maintenant, on va venir ici. Ça continue à tourner. On va lancer la plateforme de report. Donc, j'ai une application de report qui fait que du read. Je vais me connecter donc à Bello Listener. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette application? Elle se connecte à la base et elle vérifie quelle est la dernière date de modification du dernier enregistrement. Vous avez vu que cette date, elle bouge. Si j'arrête la modif, si j'arrête de modifier les dates de naissance, vous voyez que la date reste identique. D'accord? Ça veut dire que c'est bien lié directement au fait que j'ai mon application OLTP qui met à jour les dates de naissance. D'accord? Par contre, là, je suis un peu déçu. J'ai demandé à me connecter à Bello Listener et là, il me renvoie 1. Mais 1, c'est mon primaire, là. Or, moi, j'ai expressément dit, je veux pas que tu ailles te connecter en read-only sur le primaire. Je veux que tu ailles sur le secondaire. Et en l'occurrence, c'est lequel le premier dans mon cas, là? C'est le 2, puisque le primaire est 1. En fait, oui, mais je vous avais parlé de montrer patte blanche. Si vous ne montrez pas patte blanche, il ne se passe rien. On va toujours sur le primaire. Page blanche, ça veut dire application intent, l'intention de l'application et la P, c'est-à-dire read-only. Et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'automatiquement, on vous redirige sur le premier nœud que vous avez déclaré comme étant accessible en read-only. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bascule. Donc la bascule d'abord non planifiée. Donc on va dire par exemple que là, en ce moment, le read-only a lieu sur le secondaire, on est d'accord? Je vais tomber la carte réseau du 2. Si je tombe la carte réseau du 2, comme le 1 est toujours le primaire, il devrait aller sur le 3. Bravo. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que bien sûr, l'application va s'arrêter à un instant T parce que le 2 n'est plus là pour lui répondre. Il a disparu du spec. Donc le temps que Always On dise, tiens, le 2 n'est plus là, qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Quand le 2 n'est plus là, pour le read-only, c'est le 3. Le 1, lui, reste bien sûr inchangé. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, lui, va rebasculer automatiquement sur le 3. Ça prend à peu près le même temps qu'une bascule standard. Voilà. OK? Et l'application est repartie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener à la vie le 2 déjà. Hop. Parce que j'en aurai besoin pour la toute dernière démo juste après. Et le scénario suivant, c'est de faire une bascule planifiée. C'est-à-dire qu'on va dire, moi, à partir de maintenant, le primaire, c'est plus le 1, c'est le 3. Or, en ce moment, le read-only tourne sur le 3. D'accord? Donc, je suis en train de rendre le 3 un rôle qui n'est pas le rôle de secondaire. Qu'est-ce que ça, on devrait arriver vers quoi? L'application read-only devrait aller sur 4. Okay? Puisqu'on a expressément dit, je ne veux pas de read-only sur le 3. Donc là, on va venir là. Hop. Alors, pour la bascule, en fait, on va la faire directement depuis l'outil d'administration. Je vais vous montrer comment on fait une bascule, parce que je vais montrer une bascule par l'IHM, mais en fait, la bascule, c'est encore plus simple par du script. Voici comment on fait basculer un groupe de availability vers la machine, donc 3. On se connecte au 3 et on fait alter failover. Voilà, c'est quand même super compliqué. Donc, moralité. Évidemment, lui s'arrête. L'application de read-write, elle s'arrête, puisque le 1 n'est plus le primaire, on est en train de le basculer sur le 3. Bien entendu, l'application de read-only s'arrête aussi, puisqu'on est en train de lui dire, attention, touche plus au 3, pour l'instant, on est en train de faire un truc dessus. Donc, on va attendre que le 1 bascule. Donc, on va attendre que la partie OLTP, donc read-write, bascule sur le 3. Ça y est, le 3 a basculé. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la bascule maintenant de l'application de read-only, qui devrait donc, en théorie, arriver sur le 4 si tout va bien. Voilà. OK? Donc, on honore le contrat que vous nous avez demandé. OK? Donc, dès qu'on se met sur un nœud, s'il n'est plus là, on ira sur le nœud d'après. Tant que ce n'est pas un primaire. Donc, dernière chose pour cette partie-là, et je repasse la parole à Christophe juste après, c'est la partie backup. On s'est dit, souvent les clients, ils ont un problème mental à gérer qui est énorme, c'est quelle est la fenêtre de tir pour faire mes backups? Okay, de combien de temps je dispose pour faire un backup, c'est-à-dire combien de temps il faut pour faire un backup, et du coup, quel est le moment que je vais choisir pour faire un backup, sachant qu'un backup, ça peut altérer éventuellement le niveau qualitatif de production. On sait faire des backups à chaud, bien sûr, mais c'est pas le problème là. Le problème, c'est que de faire un backup, ça fait des I/O, ça provoque de la charge CPU, et donc du coup, pendant ce temps-là, s'il y a des applications de commandes en ligne qui arrivent, c'est pas bon. Ce qu'on vous dit avec Always On, c'est qu'on va pouvoir faire des backups sur n'importe quel secondaire, n'importe lequel, et ça sera les mêmes types de backups que le backup sur le primaire. Donc, je vais vous montrer comment on met ça en place. Vous venez là, dans votre groupe de availability, propriété, et vous allez dire, voilà, moi dans mes préférences de backup,
j'aimerais que, par défaut, on aille sur un secondaire pour faire un backup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a au moins un secondaire, c'est lui qu'on choisit pour le backup. Si par contre il n'y a plus de secondaire, bah, tu vas sur le primaire, hein, parce que je veux quand même un backup. Hein, c'est quand même ma priorité. Vous pouvez dire non, moi, secondary only. S'il n'y a pas de primaire, s'il n'y a plus de secondaire, on ne fait pas de backup. C'est un choix. Non, mais je vois que vous acquiescez du chef. Mais oui, ça peut être une option qui peut avoir du sens. Primaire, donc primaire only, c'est-à-dire que pas de secondaire. Et enfin, n'importe quel réplica. Donc moi, je vais dire préfère secondaire, et je vais donner un numéro de priorité, parce qu'il va bien falloir choisir. Quand il y a 3 secondaires, on va sur lequel? Bah, on ne va pas le deviner, hein, c'est vous qui nous le dites. Donc je vais dire 75 de priorité de 1 à 100 sur le premier, 50 sur le deuxième, sur le troisième 25, et puis le dernier, j'ai pas envie qu'il participe au backup. Donc tu auras comme choix que les 3 premiers. À partir du moment où j'ai fait ça, eh bien voilà comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, on est sur le 3 de mémoire, hein, le primaire est le 3. Eh bien voilà comment ça se passe pour le backup. Je vais ouvrir un script. On a mis au point en fait une fonction qui s'appelle Backup is preferred replica. Vous le lancez sur un nœud et vous demandez la base de données que vous cherchez. Si cette fonction vous renvoie 1, c'est qu'on a déterminé que le serveur sur lequel vous êtes en ce moment, c'est le bon serveur pour faire le backup. À ce moment-là, vous initiez quoi? Votre backup. Par contre, si ça vous renvoie 0, ça veut dire que ce n'est pas le bon serveur, donc vous ne faites rien. Tous nos outils à nous ont été mis à jour pour exprimer ça. Tous les outils des éditeurs de logiciels qui font des softs de backup pour SQL sont au courant de ça et ont mis à jour leurs solutions. Seules, bien sûr, les anciennes solutions ne seront pas mises à jour. Et c'est quoi l'idée ici? C'est de faire ça sous forme de job sur les 4 serveurs. Vous planifiez ça sous forme de job à minuit sur les 4 serveurs et il n'y en aura toujours qu'un seul qui marchera à un instant T. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lance ça sur les 4 machines d'un coup. C'est pour ça que c'est fichier en bas, là. Et donc, on va voir quel est le serveur qui répond aujourd'hui pour le backup. Vous voyez que là, c'est le 1 qui a répondu. Pourquoi c'est le 1 qui a répondu? Parce que mon principal en ce moment, c'est le 3. D'accord? Et donc, du coup, celui qui vient juste après en priorité, c'est le 75. Je vais juste faire une bascule vite fait pour, mettons, revenir sur le 1 en principal. Et ça sera la fin de cette démo. Donc, vous avez compris que ces backups, vous pouvez les faire où vous avez envie. Chacun des secondaires peut faire ses backups à part entière. Donc, c'est des backups de journaux de transactions. Hein, c'est pas des full backups, c'est des journaux de transactions. Chaque backup peut stocker ça localement. Chaque secondaire peut stocker ça localement sur le serveur en question ou sur une baie. Enfin, c'est vous qui décidez où est-ce que vous stockez ça. Du coup, après, il y a un problème, c'est comment je fais pour retrouver mes petits plus tard. Mais ce problème, on va l'adresser dans un instant. Le 1, ça y est, il est maintenant en principal. Je relance exactement le même script. Et vous allez voir que désormais, celui qui va répondre au backup, c'est le 2. Okay, puisque maintenant le 1 est principal, donc il n'a plus le droit de faire de backup, donc c'est le 2 qui fait le backup. Alors évidemment, vient le problème de, ouais, ok, je comprends bien tout ça, c'est génial, mais quand je vais avoir une palanquée de fichiers répartis un peu partout avec des fichiers qui viennent du SRV1, d'autres qui viennent du SRV2, comment je réconcilie tout ça le jour où il faudra que je restaure, vraiment? Donc là, vous venez ici sur le 1, on va se connecter directement à la machine 1 pour vous montrer que je veux restaurer là-dessus. Vous faites clic droit, Restore Database. Vous allez dire que vous voulez restaurer depuis des devices, que vous allez aller chercher. Add. Donc les devices se trouvent sur ce share ici, CTRL-C. Alors, là, je vais mettre qu'un seul share, mais vous pourriez en avoir plusieurs. Hein. Vous pourriez avoir plusieurs endroits. Vous allez choisir toutes les bases de données qui correspondent à vous. Vous pourriez rajouter encore une fois des nouveaux endroits, tel serveur, tel serveur, tel serveur. Et à la fin, vous laissez faire PPR, qui va vous dire, ben voilà, moi j'ai analysé tous les fichiers de transaction et voilà l'ordre dans lequel ça va se passer. Et donc, si tu veux qu'on fasse un restore, on y va. Moi, je sais où chercher les bons fichiers, dans quel ordre. Et non seulement ça vous permet de faire ça automatiquement, mais regardez la petite cerise sur le gâteau avant de rendre la main à Christophe. On vous a même créé une timeline qui vous permet comme ça de pouvoir vous dire, ben moi, j'aimerais bien remonter en fait à ce moment-là de la restauration. D'accord? Et quand vous faites OK, on va adapter la liste ici pour s'arrêter pile à ce dont vous avez besoin. OK? Voilà, c'était la partie backup d'Always On. Donc, vous avez compris qu'il y a trois notions dans Always On. La première, c'est que ça vous protège. Je reviens vite au slide. C'est que ça vous protège déjà votre principal. 2, vous pouvez faire en sorte que vos secondaires soient accessibles en lecture. 3, vous pouvez faire en sorte que vos secondaires servent aussi au backup. Et du coup, ça rend les primaires plus costauds. On va maintenant aller plus loin. Et Christophe va aborder d'autres points un peu plus avancés d'Always On. Très très rapidement, ouais. Donc les sauvegardes secondaires, donc Pascal vient de vous en parler. Je te récupérerai le micro, Pascal. Donc oui, vous pouvez faire des sauvegardes complètes sur les secondaires. Par contre, ce sera des sauvegardes avec copy only. Ce sera sauvegarde avec copy only parce qu'il n'y aura tout simplement pas de clear du bitmap différentiel pour vous dire qu'effectivement vous allez pouvoir clearer un certain nombre de choses. Donc au niveau de la sauvegarde différentielle n'est pas du tout. C'est bon là ?
Non, si c'est bon. Impeccable, super, merci. La sauvegarde différentielle n'est pas supportée sur le réplica secondaire. La sauvegarde du journal, of course, puisque Pascal vient de vous le montrer, et ça forme une chaîne qui est valide pour la restauration. Le but du jeu, c'est vraiment de limiter les IO au niveau de votre serveur. C'était vraiment très, très, très attendu. Donc, le problème des réplicas secondaires, c'est effectivement cet accès en lecture seule. Est-ce que ça ne va pas un tout petit peu bloquer un tout petit peu les performances? Donc, non. Tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose qui va être important, c'est qu'au niveau de la concurrence d'accès sur vos réplicas secondaires, Microsoft a résolu le problème en changeant le niveau d'isolation sur vos réplicas secondaires. Les bases données qui sont répliquées, enfin qui sont du coup dupliquées sur vos serveurs secondaires, vont passer en RCSI, donc en Snapshot Isolation. Donc c'est une des démos que je vais vous faire. Donc du coup, il n'y a pas de problème de verrouillage. Et si quand même vous rencontrez des problèmes de verrouillage, le process de restauration, donc le redo perpétuel qui va se faire au niveau de vos secondaires, ne sera jamais choisi en deadlock victime. Donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Si vous avez mis des hints au niveau verrouillage dans vos requêtes, les hints seront complètement ignorés par le Query Optimizer. Donc d'un point de vue de vos requêtes, il faut bien savoir que quand SQL Server va vous attribuer, va créer un plan d'exécution pour vos requêtes, ce plan d'exécution est bâti sur des statistiques. Qu'est-ce qui va se passer si ces statistiques ne sont pas présentes sur le serveur secondaire? Ces statistiques vont être créées pour vous sur le serveur secondaire. Mais la base étant en lecture seule, ces statistiques seront créées dans la TempDB. C'est la deuxième démo que je vais vous faire. La routing list, Pascal vous en a montré. Donc on va passer directement aux démos parce que sinon je pense qu'on va exploser le temps. Donc je vais refaire un tout petit peu de script pour créer une base de données de test. On va remonter depuis rien du tout en fait une table, la table personne que tout le monde connaît dans AdventureWorks, et on va bâtir un groupe de disponibilité sur cette table-là. Juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément une petite fonction qui n'est pas spécialement documentée, FizzLockCracker, qui permet de stocker, en fait, d'afficher l'emplacement physique de mes enregistrements. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre dans une nouvelle fenêtre. On va voir pourquoi très très rapidement. Je récupère mes enregistrements, je vois que je suis sur la page 78. Donc ça n'a pas changé, j'ai un petit peu de chance. Si je visualise le contenu de ma page de données, donc les pages de 8 kg, celles qui stockent les informations, je vois effectivement ici que j'ai mon premier enregistrement de longueur 513. Bon, pas d'informations spécifiques. On repart sur la démo. Je vais mettre en place le groupe de disponibilité, donc backup de la base, restore de la base, backup log, restore log. Donc tout ce que vous a fait Pascal tout à l'heure d'un point de vue wizard, vous pouvez tout à fait le faire d'un point de vue script. Donc là, je suis en train de backuper et restaurer ma base de données. Donc ensuite, la partie création du groupe de disponibilité passait par la partie Xevent. Donc je vous fais grâce des scripts de Xevent pour cette session-là. La dernière chose à faire, c'est de créer le groupe de disponibilité, donc Create Availability Group, avec 2 serveurs. Ce sont des serveurs core. Donc en fait, ces serveurs core, vous pouvez tout à fait mettre en place du Availability Group sur des serveurs core, tout comme vous pouvez le mettre en place sur des versions full de Windows et de SQL. Je crée mon groupe de disponibilité, je fais le join pour mon deuxième serveur et ensuite, j'active complètement la fonctionnalité du groupe de disponibilité. Donc si je regarde ensuite dans la démo de Pascal, la dernière chose, c'était l'ajout du listener que je peux faire d'un point de vue Transact SQL. Le temps qu'il fait ça, on peut repasser ici. En fait, il n'y a pas eu de modification. Si je relance la requête, il n'y a eu absolument aucune modification sur les enregistrements, alors que je viens de mettre en place le groupe de disponibilité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas immédiatement après que la partie des 14 bytes va se rajouter au niveau des informations. C'est à partir du moment où vous aurez fait un update, en fait, sur les données de la table principale. Donc, je vérifie, je suis bien connecté sur Core 1, c'est OK. Donc je mets à jour une information, j'ai pris la même information, je n'ai même pas cherché à faire plus. Si je vais regarder un tout petit peu sur mon réplica secondaire, je vois bien ici que j'accède à des versions qui sont dans le version store. Donc mes informations, je vais bien les chercher par rapport à de read committed snapshot. Et maintenant, si je regarde au niveau de ma page 78, je constate effectivement que la longueur de l'enregistrement a changé. J'ai bien rajouté 14 bytes puisque je suis passé à 527. Et je vois bien ici que j'ai des informations sur le versionning info. Donc on est vraiment super short, donc je vais basculer très très rapidement. D'un point de vue compatibilité, incompatibilité entre les groupes de disponibilité et le failover cluster. Vous ne pouvez pas avoir une instance en cluster avec des groupes de disponibilité à l'intérieur. Le database mirroring, c'est une évolution de database mirroring, donc vous n'avez pas la possibilité de mettre
à la fois du database mirroring et du groupe de disponibilité sur une base. Le log shipping, forcément que c'est compatible parce qu'on peut faire du backup log sur n'importe quel des secondaires. Donc oui, c'est compatible. Et je dirais même que log shipping peut vous aider à mettre en place un groupe de disponibilité, puisqu'en fait, vous aurez une base qui sera prête à l'emploi sur vos secondaires. La réplication, il y a beaucoup de choses à dire. Une session de Jean-Yves Devant, je pense qu'elle est demain à ce sujet-là. Et je voudrais quand même vous montrer quelque chose, c'est la facilité pour mettre une base de données éditeur. On parle bien d'éditeur à ce niveau-là parce que ce n'est pas supporté pour le distributeur et sur la partie abonnée c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais la facilité pour mettre en place une réplication sur un éditeur. Première chose, donc je vous fais grâce de la partie je mets en place un distributeur. Vous êtes obligé d'avoir un distributeur distant. Donc là, ça ne peut être ni l'une ni l'autre de mes deux instances, Core 1, Core 2, ne peuvent pas être en distributeur pour cette instance-là. Obligation d'avoir un distributeur distant. Le temps que ça s'exécute. La mise en place d'une publication, je pense que même si vous le faites en graphique, vous devez à peu près connaître les différents scripts qui permettent de créer une publication. Donc créer une publication, tout simplement, le SP réplication DB option, l'ajout de la publication sur une table en particulier, donc bon, j'en ai qu'une au niveau de ma base de données, donc ce sera la table personne. Et ensuite, je dis que je vais créer une réplication de type snapshot. Ça fonctionne pour du snapshot, ça fonctionne pour de la transactionnelle, ça ne fonctionnera pas sur de la réplication en peer-to-peer, ça ne fonctionnera pas non plus sur de la republication, ça ne fonctionne pas non plus sur des bases de données qui sont republiées. Je mets en place ma réplication. Oups là, j'avais sélectionné un petit bout de texte. Donc le temps qu'il se mette en route. Au niveau des abonnements, rien de particulier. On est vraiment en train de créer une publication comme vous le faites normalement, sans tenir compte du fait qu'on est en train d'utiliser des groupes de disponibilité. C'est OK. Donc, ma troisième machine, SQL Manager, qui est une instance full avec l'interface graphique qu'on est en train d'utiliser. Je vais en fait créer une base de données qui va être le réceptacle, tout simplement, pour la fameuse table qu'on est en train de répliquer. La partie la plus intéressante, c'est la redirection. Donc en fait, hop, il y a encore un executing. Au niveau de mon Object Explorer, le Replication Monitor, vous le connaissez, donc on va revenir dessus. On voit effectivement que ici, mon agent, il n'a jamais été starté, donc on va l'aider un tout petit peu. On est vraiment short sur la démo. F5, voilà, running. Donc le temps que l'agent se mette en route pour créer le snapshot, je vais vous montrer la dernière petite portion de script qui est vraiment la plus intéressante. Je me connecte sur la base de données distribution, donc vraiment sur le distributeur distant, et je vais simplement avoir à lui dire SP redirect publisher. Je vais changer le nom physique par le VNN, donc le nom virtuel du listener, et à partir de là, en fait, la réplication va automatiquement basculer. F5. Oui, il me manque un petit go. Donc je vais quand même le rediriger. Hop, F5, ça c'est OK. Si je regarde, j'ai la possibilité de tester effectivement est-ce que le listener a été bien pris en compte. Oui, le listener a été pris en compte. Donc à partir de là, bon, ma réplication doit être en route. On va prier pour qu'elle le soit. On va juste faire un petit test de failover. Si je visualise mes données sur mon abonné, donc je vois mes deux enregistrements. Si je fais une modification de données sur le serveur principal, un update, donc je change Pascal, donc Ken Sanchez est devenu Pascal Bello. Je fais un petit failover du cluster comme Pascal vous l'a montré tout à l'heure en script. Le temps qu'il bascule. Je vais faire ensuite une deuxième modification, donc sur le deuxième, sur Core 2, et on verra qu'au bout d'un moment, au niveau du manager, donc au niveau de l'abonné, les informations vont bien être répliquées. Donc il y aura sûrement quelques secondes d'attente. Donc je vais profiter de ça pour vous montrer la dernière chose, c'est les statistiques d'index. Si je regarde sur Core 1, on va tout changer. Sur Core 1, qui est mon secondaire, j'ai les statistiques liées à mon index cluster. Si je fais un select qui n'est jamais arrivé
sur cette machine-là. Donc Connor Cunningham qui travaille chez Microsoft au Query Optimizer est présent dans les bases de données exemple. Si je vais visualiser mes informations de statistiques sur mon secondaire, j'ai dit sur mon secondaire, c'est donc core 1 puisque tout est inversé. On voit ici des statistiques temporaires qui ont été créées dans la TAMDB. Donc ça faisait partie des démos que je devais vous faire initialement. Donc, est-ce que la réplication a bien basculé sur le deuxième nœud? Oui. Donc j'ai mis à jour sur un premier nœud, j'ai mis à jour sur un deuxième nœud. Toutes les informations ont été répliquées sur le manager. Pascal, conclusion? Alors, donc, vous avez vu le tableau tout à l'heure des solutions de haute disponibilité aujourd'hui en 2008 R2 avec les avantages et les inconvénients. Donc, une grille de lecture en fait des solutions de haute disponibilité. Et bien en fait avec Always On, ce que vous voyez en fait, c'est que ça rajoute bien sûr une nouvelle option. Alors, pour être bien clair, les autres options restent valides. D'accord? Donc, log shipping, database mirroring, tout ça, c'est toujours disponible dans le produit. Ici, vous mettez à jour vos serveurs 2008 en 2012 et vous êtes en database mirroring, ça continuera à marcher tel quel. C'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et la grosse différence qu'il y a, hop là, si tu me l'as fait. Ah ben d'accord, on n'avait pas changé. Oui, non, je n'ai pas changé. Et donc, la grosse nouveauté qu'il y a, c'est que maintenant, le niveau de protection que vous avez, là, avant, il n'y avait que instance pour cluster, base de données pour log shipping, database mirroring ou table pour les réplications. Eh bien maintenant, vous avez un troisième élément, enfin quatrième élément qui apparaît. C'est un jeu de base de données, un groupe de base de données, d'où le nom Availability Group. Donc, tu peux me basculer, s'il te plaît? Voilà. Donc en gros, ça conclut la session aujourd'hui sur Always On et les solutions de haute dispo sur SQL Server 2012. Donc en résumé, un serveur principal, jusqu'à 4 secondaires pour chacun de vos principaux. Plusieurs bases de données protégées. Sur les 4 secondaires, 2 synchrones, 2 asynchrones. Vous pouvez faire de la lecture seule sur les bases secondaires. Vous pouvez faire du backup sur les bases secondaires. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on est preneurs. Sinon, à très bientôt. Allez-y.